Salam alaikum, Azul, bonsoir. Abdelaziz Bouteflika est mort. Rabbi yarhamou. Des funérailles hors sol, des drapeaux en berne mais sans deuil national. Une clique qui met un des siens en terre, dans un trou, entre soi, loin du peuple, sur une autre planète. Quelle tristesse et quelle déchéance pour un personnage qui incarnait la mégalomanie et la folie des grandeurs et qui avait oublié que rien n'est acquis à l'homme, pour reprendre le poète, qu'il est si peu de choses qu'il peut être foudroyé d'une seconde à l'autre, réduit à l'état de légume, comme cela a été son cas, sa mémoire effacée jusqu'à celle de son propre nom, qu'il peut être lapidé par ces foules bêlantes qu'il adulait, lynché par ces profiteurs qui lui baisaient la main, qui s'aplatissaient à ses pieds. Il est révolu le temps peinard des huis clos médiatiques quand le régime parvenait à orchestrer pour les siens des funérailles grandioses avec pleureuse compulsive et hystérie collective, juste en sonnant le rappel de ces journalistes, de ces relais, de ces harangueurs. Révolu ce confort où tous les moyens de la communication et du conditionnement des foules étaient sous le contrôle exclusif de la junte qui pouvait à sa convenance faire pleurer dans les chaumières, rugir dans les tanières étouffées la voix des adversaires. Le régime est nu désormais, recroquevillé dans sa feuille de vigne qui rétrécit en peau de chagrin tous les jours et qui laisse voir toute sa repoussante laideur. Les Algériens savent aujourd'hui qui est qui fait quoi, qui les trompe et qui leur ment, qui a mis le cadavre dans le placard et la poussière sous le tapis. Fini le temps du monopole de l'information et donc de la propagande, et donc du conditionnement qui permettait à ce régime de mener les foules par le peu qui leur était resté de discernement. Fini le temps béni des colonies de l'esprit. Voici venu celui de la crue et de la vérité crue. Les journalistes qui péroraient du haut de leur bassesse sont désormais périmés, bons pour la casse, au mieux pour la retraite. Les oraisons interminables n'ont plus d'écho. Les exhortations stériles ne sont plus que des soliloques. Les entremetteurs n'ont plus cours. Et M. Tebboune s'appelle désormais M. Kedboune. Les Algériens ne pleurent plus leurs despotes et ne leur accordent pas plus d'attention qu'un noyau d'olive qu'on crache sans même s'en rendre compte. Les cérémonies et les ors des casquettes des généraux n'impressionnent plus personne. Et les grands titres, pompeux autant qu'ils sont usurpés, ne valent que la salive de celui qui les déclame dans le désert. Ils sont désormais comme ces sacs poubelles emportés par le vent et que n'accrochent plus que les ronces. N'est pas grand moujahid qui veut. Les harangues patriotardes ne font plus vendre. Les Algériens ne pleurent plus que leurs héros. Ceux-là qui leur ont tout donné, qui leur ont tout sacrifié, qui les ont servis, qui ont souffert pour eux, qui ne leur ont pas menti, qui n'ont pas tenté de les corrompre, qui n'ont pas
bradé leurs richesses aux plus offrants et surtout qui n'ont pas été installés par la junte contre la volonté du peuple. Le temps des foules moutonnières, des bêlements et de la claque n'est plus. Le cachir n'est plus vendeur, ni les excursions en bus pour déverser les gens là où les attendent les caméras de l'ENTV et autres télémercenaires. Abdelaziz Bouteflika est mort, Rabbi yarhamou. Il a eu une vie exceptionnelle, hors du commun, qu'on nous disait flamboyante, mais qui n'a été qu'une longue suite de coups d'État, de coups tordus, de coups de gueule, de louvoiements et de poignards courbes. Une vie biscornue qui n'avait de sens que celui de l'arrivisme forcené, de l'autoritarisme sur ergot, de tartarinade en rafale, une vie de gentry politique qui se voulait mondaine et qui s'est passée de bout en bout dans un monde interlope, un cénacle glauque où la règle essentielle est la scélératesse érigée en façon d'être, où la vertu, l'intégrité, la sincérité, la dignité, le courage, la vérité, le patriotisme étaient et restent rédhibitoires. Les seuls qui l'admiraient, M. Bouteflika, et qui s'aplatissaient à ses pieds, étaient de l'ordure sur pattes, des piques-assiettes en rade, et qui jouaient leur vatou à pile ou face, des nonos qu'on leur jette ou un coup de tatane dans les gencives. Abdelaziz Bouteflika a fait beaucoup de mal à ce malheureux pays. Et ce n'est pas manquer à sa mémoire que de le dire, que de le rappeler. Il a usé d'une formidable ressource qui aurait pu propulser ce pays à la hauteur qui aurait dû être la sienne aujourd'hui. Il en a usé pour le corrompre de fond en comble, pour en extirper le peu de valeur qui lui restait. Il pensait faire de la haute politique en usant des moyens les plus florentins et les plus pervers qui soient. Mais peut-être était-il lui-même en souffrance, après tout. Peut-être se pensait-il une victime de cette junte qu'il avait éclipsé à un certain moment. Mais c'est sur un peuple démuni qu'il s'est cruellement vengé. Il s'est acharné, peut-être sans le vouloir vraiment, sur la terre de ses ancêtres, contre tout un peuple, contre son devenir, contre l'avenir de ses enfants. Il était dans une telle démesure que pour neutraliser une douzaine de généraux, une quinzaine, disait-il lui-même, qui constituaient la junte, ceux-là même qui l'ont installé à la présidence, rappelez-vous, en 1999, il leur en a créé plus de 400 autres généraux pour les noyer dans la masse. Il était trop aveuglé par sa dévorante ambition pour comprendre qu'il ne faisait que la fortifier, cette junte, et l'inséminer à plus large échelle. Et lorsqu'il perdit la raison et jusqu'à la conscience d'être, les forces qu'il avait ébranlées allaient persévérer dans ce qu'il avait commis d'irréparable. Le train était lancé. Abdelaziz Bouteflika vient de rendre l'âme, mais l'Algérie ne mourra pas. Elle lui survivra, comme elle a survécu à tous les monstrueux parasites qui l'ont infestée et qui sont allés par les égouts de l'histoire, les uns après les autres. L'Algérie renaîtra de ses cendres,
Abdelaziz Bouteflika est mort, Rabbi Yerhamou. Le 5e mandat est toujours sur les rails. Puisse cette pitoyable fin servir de leçon aux pitoyables despotes qui mènent notre pays à la ruine. Le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Funérailles de Bouteflika entre soi et sans le peuple. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être là. Merci pour votre invitation et je salue toutes les citoyennes et citoyens qui nous regardent. Merci. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Merci de m'inviter. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à Chaban, bonsoir à mon ami Idir. Bonsoir. Voilà. Karim Naïtou Slimane qui va nous rejoindre bientôt, et monsieur Moussa d'Alger, qu'on va inviter pour quelques minutes, comme à chaque fois dans cette émission, pour nous parler un peu de ce qui se passe au pays, de ce que les gens ressentent, de ce qu'ils pensent. Et Chaban Qassi qui est avec nous. Chaban, merci d'être là. Bonsoir, rebonsoir Jamaldine, à nos invités et puis aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Alors Chaban. Alors on va revenir ce soir, une grande partie de cette chronique est consacrée aux réseaux sociaux, puisque c'est la presse d'aujourd'hui. El Watan qui fait polémique aujourd'hui avec cette une des obsèques à minima, ça rejoint votre titre, Jamaldine, ce soir. Le quotidien reconnaît un malheureux, je cite, traitement technique au niveau du service PAO. C'est la publication assistée par ordinateur. Alors, je vous arrête, Chaban, oui. on voit l'image en plein pot, là. C'est ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui manque. C'est exactement ce que j'ai C'est le minaret de la grande mosquée. C'est ça. Il a été supprimé par Photoshop. Alors, que dit le Watan ?
Alors El Watan s'excuse et donc s'excuse à ses lecteurs et assure que l'incident purement technique n'a rien à voir avec un quelconque calcul idéologique, comme tentent de le distiller des cercles connus pour leur hostilité au journal. Fin de citation. À l'écran, vous allez avoir quelques presses françaises maintenant, notamment France Info, BFM ou encore Le Figaro, qui reviennent sur les quelques mots d'Emmanuel Macron, qui a été très discret tout de même suite à la disparition d'Abdelaziz Bouteflika. Il parle d'une figure majeure de l'Algérie, en parlant de l'ancien chef de l'État qui vient de nous quitter, et puis aussi qui parle d'un partenaire exigeant. Donc exigence, figure majeure, peut-être que vous allez essayer de décrypter ça ce soir. Jamel Dine, les réseaux sociaux se sont longuement exprimés, quelques-uns mais difficilement à trouver, bien évidemment, rendent un réel hommage à l'ancien chef de l'État. On a Occupé 13, par exemple, qui parle de maintenant, voilà ce qu'il dit, depuis qu'il n'est plus président, regardez si l'Algérie est la même, elle est pire. Donc, excusez-moi du terme, fermez-la, c'est pas très correct, mais c'est ce qu'il dit en tout cas. On a Safia qui dit « Il a lutté contre le terrorisme, il a apporté la liberté et la sécurité. Je vous rappelle, vous êtes ingrat. » C'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser ce soir. Est-ce qu'il a réellement apporté la sécurité? Il y a Mohamed Ben Mostafa Dao qui dit « Il a fait des choses pour le peuple, mais malheureusement, des personnes pas honnêtes ont profité de sa maladie. » Et puis, on a aussi Nadia Choupontoise. Voilà ce qu'elle dit, longue, très longue vie à Tebboune. Vous allez voir et vivre la vraie dictature. Donc là, on sent un peu d'ironie. Il y a bien évidemment énormément de personnes qui sont contre et qui n'ont pas souhaité rendre hommage à Abdelaziz Bouteflika. On a Leïla Amouten qui dit il était intelligent, redoutable en politique certes, mais il s'en est servi pour manipuler, instiller la confiance, le goût de lucre et la trahison. Il laisse ses sbires et leurs créatures avides de terminer la tâche. Pourquoi le pleurer aujourd'hui? On a Sagesse Pec qui parle d'un président qui a coulé l'Algérie, qui n'a même pas été jugé. Ses pensées vont aux martyrs des années 92. On a Amirou Chakran qui lui dit mes pensées vont à tous les jeunes morts en mer, et il parle bien des haragas et les richesses volées dans ce pays. On a Mokran Slimani qui lance un appel. Son rêve ou un fantasme, c'est de créer un musée Grévin. C'est ce musée où on retrouve exposé en statue de cire des personnalités comme en France. Et bien là, lui, il aimerait avoir toutes les personnes dans les hautes fonctions qui ont dilapidé, volé, détourné, afin qu'il y ait des visites et que personne n'oublie ces quelques années, notamment autour de Abdelaziz Bouteflika. On a Amirou Chakram qui, lui, dit voilà un pays où sont honorés les voleurs, pendant que les intellectuels, les journalistes, les politiciens et autres sont notamment innocentés, emprisonnés. Côté obsèques, vous allez avoir quelques tweets au niveau des obsèques, je vous l'avais dit, Jamel Dine. Voilà Tahar Sisri qu'on connaît bien, voilà ce qu'il nous dit. Nous n'avons pas vu au cimetière les millions de personnes qui ont voté et les 6 millions qui ont signé pour la candidature de Boutef au premier, au second et au troisième et au quatrième mandat. Fin de citation. On a Yi Wensin qui dit « Soyez honnêtes ». Et récupérer les milliards qu'il a pris. Ensuite, mettez le drapeau en berne, autrement, taisez-vous. Et on a Sarah Mortali qui dit « Pénurie de Cachir aujourd'hui », puisque, vous l'avez dit, Jamel Dine, dans votre titre, les obsèques ont lieu à huis clos sans le peuple. 2 caricatures avant de se quitter. On va avoir Enouch ici qui nous dit « Algérie 2 points, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort et on le voit sortir de son cadre sans le voler vers le ciel. Aussi, une caricature qui a fait la une aujourd'hui, c'est Dilemme. Quelle était la maladie d'Abdelaziz Bouteflika? Eh bien, quelqu'un d'autre lui répond au pouvoir. 3 images pour finir. La première image, c'est la comparaison avec Aït Ahmed, paix à son âme, donc, qui est comparé avec les obsèques d'Abdelaziz Bouteflika, paix à son âme aussi. On a une deuxième image qui a énormément tourné sous forme de commentaires, c'est ce portrait d'Abdelaziz Bouteflika où on voit en miniature des portraits de personnes notamment disparues entre 2001 et 2003. Et je voulais terminer avec cette dernière image. C'est cette famille qui est malheureusement contrainte de dormir dehors et de vivre la misère en Algérie. C'est certainement la conséquence de cette gestion du pays pendant aussi, pas que, mais ces 20 années au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Chaban, une information terrible, très dure, celle des 14 haragas noyés au large de Boumerdès. Oui, ce que je vous propose, c'est que on y revient tout à l'heure avec des éléments précis. C'est ce que nous avions prévu, en effet. Merci, Chaban. Nous allons accueillir Karim Naïtou Slimane, mais avant, un petit zapping sur les discours de Boutef. Nous allons vous montrer plusieurs images de Bouteflika. Pardon pour cette abréviation, de M. Abdelaziz Bouteflika, malgré tout. Donc, un petit zapping.
وانا كيفاش نثق فيكم باش تمشيو معايا؟ انا كيفاش نثق فيكم باش تمشيو معايا؟ باغيني ندير ثوره وحدي، باغيني ندير ثوره وحدي. سالوني على الجينيرو، سالوني على 15، سالوني على 20، ممكن كان 15 ولا 20 ولا 30، لكن نحتاجكم كلكم باش نسقدوا الامور. الا كان ديروا لي كما لزارين دو روم، الا كان ديروا كما لزارين دو روم، انتم تفرجوا لزارين هكا، وانا قال هاوك السبع روح قتلوا. الا قتلت السبع تصفقوا عليا، ولا السبع كلاني تصفقوا على السبع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عاش من عرف قدره. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنانه. Madame, je vous renvoie à la constitution algérienne qui stipule que tout candidat à la magistrature suprême, à partir du moment où son dossier a été accepté par le Conseil constitutionnel, ne peut en aucune manière, je dis bien en aucune manière, se retirer, sauf en cas de décès ou de force majeure. On entend par force majeure un problème de santé qui le rend absolument inapte. Karim Naïtou Slimane, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Gamaldine, merci de l'invitation. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Et bonsoir aussi à Daïzir et d'Abrahim. Merci. Alors, les amis, voilà, M. Bouteflika est mort. Rabbi Rahmou. Une vie flamboyante pour certains, pour d'autres non. Une longue traversée d'une situation très glauque, très trouble, où il n'y a que des coups bas, des coups tordus. Alors, à votre avis. Moi, je dirais juste pour introduire, Ibrahim continuera. Il est évident que ce n'est pas une vie ordinaire ni banale. C'est ça qu'il faut retenir. Son bilan politique, du moins à la tête de l'État, et quelles que soient les conditions, encore une fois, qui ont présidé à ces élections successives, mériterait d'être donc décortiqué. Et moi, personnellement, je pense à ce niveau-là que c'est, je crois, le pire des présidents qui ont exercé le pouvoir en Algérie. C'était quelqu'un qui n'avait pas toute l'énergie qu'il avait, il l'a mise au service de sa propre ambition. Il ne l'a pas mis au service de l'État, au service de la nation. C'est ça qui est dramatique. Avec, comme vous l'avez dit dans votre édito, sa caractéristique première, c'est d'être florentin dans ses attitudes. C'est pire que Machiavel, quelque part. Il a mis son énergie. Et puis en plus, c'était une force qui bloquait la transformation de la société, qui l'a bloquée carrément. Pourquoi? Parce que c'était le statu quo. Mais je reviendrai après Brahim et après Karim pour approfondir un peu ce côté-là psychologique. En plus qu'il était cyclotimique. Cyclotimique, d'un point de vue, je salue la psychiatre de La Réunion, elle comprendra ce que ça veut dire cyclotimique. Donc, parallèlement à ça, il a atteint du syndrome du Brie, ou du Brice, tout dépend comment on le prononce. Et c'est toutes ces questions qui ont fait de lui un gros ratage, parce que nous avions véritablement... En plus, je vais dire une chose, et j'aurai terminé, excuse-moi, Brahim. Il n'avait pas de vision historique pour le pays. Il n'avait pas une vision de l'environnement géographique du pays, comment l'installer, où l'installer, dans quelle dynamique l'installer. Ce qui l'intéressait, on y reviendra parce que c'est un sujet, il est animé aussi d'un esprit de vengeance. D'un esprit de vengeance, mais qui lui a à la limite joué des mauvais tours, parce qu'il a une partie de son temps et de son énergie, ça a été la vengeance contre ceux qui l'ont empêché d'accéder à la magistrature en décembre, Boumediene était décédé, et ensuite, voilà, 78-79, il a mis toute cette énergie-là à essayer, excusez-moi, mais il ne s'est pas vengé contre eux, il s'est vengé contre le peuple algérien. Mais après, on verra contre le peuple algérien, parce que vous n'avez pas passé quelque chose de très important, et vous l'aviez, je pense, en archive, c'est quand il a dit,
si le peuple, s'il n'est pas élu à un certain niveau, et que le peuple algérien... Je le laisserai à sa médiocrité. Je le laisserai à sa médiocrité. Ben, vous allez la voir, elle est prévue. Ah, parfait. Excusez-moi de vous avoir fait un procès d'intention. On ne peut pas rater une telle déclaration. Brahim Younsi. Indéniablement, cet homme a eu un destin exceptionnel. Exceptionnel. À 24-25 ans, il est ministre des Affaires étrangères d'un pays qui était considéré, de par sa révolution, de par sa lutte de libération nationale sur la scène internationale, il faut le dire. Il a été un ministre des Affaires étrangères, et un ministre des Affaires étrangères, qu'on le veuille ou non, qui a brillé sur la scène internationale. Littéralement brillé sur la scène internationale. Brillé parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre froide, et que l'Algérie était dans un clan contre notre clan. Évidemment. Il a brillé par défaut, j'allais dire. Et pas forcément, pas forcément. Sincèrement, il faut rendre les choses. Moi, j'ai lu un certain nombre d'éloges, pas d'aujourd'hui, mais d'il y a... Vous croyez aussi à cette histoire d'Algérie, la Mecque des révolutionnaires? Non, mais la Mecque des révolutionnaires, c'était déjà dans les années 60. Le festival panafricain, Che Guevara qui débarquait, et pas seulement... Tout le monde venait, d'Edward Cleaver, tous les mouvements africains. Tout le monde venait. Mais Abdelaziz Bouteflika a eu, qu'on le veuille ou non, un destin exceptionnel. Mais, il y a un mais après. Oui. Hein. On espère bien. Voilà. Cela me rappelle Roger Caillois qui parle du masque et du vertige. Et c'est exactement la personnalité de Abdelaziz Bouteflika. C'est le masque et le vertige. Le masque, c'est la... Comment dirais-je? C'est l'intrigue, c'est la conspiration. C'est un intrigant, et on l'a dit, c'est un Florentin, un machiavélien, sinon un machiavélique. Manœuvrier. Manœuvrier. Et le masque, c'est l'ivresse du pouvoir. L'ivresse aussi de la corruption, parce qu'il a corrompu. Oui, et c'est aussi, en parler de c'est aussi la déstabilisation. Et cet homme, et c'est là où son parcours était pour lui une réussite. C'est qu'il avait toutes les audaces, et l'audace chez lui était insolente. Et il vient de le montrer. Oui. Vous n'en avez encore rien vu, vous allez voir encore d'autres. Il avait l'audace insolente. Oui. Mais il faut dire aussi, par rapport à tous ceux qui ont gouverné, qui ont présidé aux destinées de notre pays, y compris Ben Bella d'ailleurs, c'est que les Algériens, jusqu'à aujourd'hui, je pense, adorent ce que l'on appelle les hommes forts. Les hommes qui... panache. Oui, mais qui crient, on l'a vu. Qui déclament. Qui tapent sur la table, etc., etc. Aiment les hommes forts. Ils aiment le... Comme on dit en Derja, ils aiment le... Voilà, ils aiment les hommes forts. Ouais. Et Bouteflika, quand il est arrivé, en 1999, et face à ses concurrents, entre guillemets, il apparaissait comme l'homme fort. Comme l'homme fort. Et je vais vous raconter une histoire réelle. En 1999, j'ai dirigé la campagne de Talib Ibrahimi en Europe. Je suis allé voir un ami, un intellectuel connu, très connu. Je suis allé le voir pour lui demander de rejoindre notre staff. Et il me dit la chose suivante, je ne crois pas du tout, alors qu'il avait de la sympathie pour Talib Ibrahimi, etc. Je ne crois pas du tout dans ton candidat. Ce qu'il faut aux généraux en face d'eux, c'est un homme comme Bouteflika. Donc je soutiendrai la candidature de Bouteflika. Parce que c'est le seul qui peut leur faire face. C'est le seul. Pour ça, il n'avait vraiment pas tort. Oui, c'est le seul qui pouvait les tenir en laisse. C'est son expression. Mais il les a tenus en laisse. Ben oui, pas par sa force de caractère, par les ressources de l'Algérie, par l'argent du pétrole. J'ai parlé de la corruption. Oui. C'est pour vous dire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est le Florentin, c'est le machiavélien, c'est le machiavélique, etc. Parce qu'il a joué
les finances publiques, l'Algérie au casino. Ah oui. C'est un Monopoly, Bouteflika lui tout seul. Oui. C'est le jeu du Monopoly. Il a joué au poker l'Algérie. Et finalement, il a fini par lui-même être avalé mangé. par sa propre logique. Absolument. Mais finalement, il jouait à face je gagne, pile tu perds. En fait, c'était ça. Karim. C'est un sujet délicat, parce que parler de quelqu'un qui est décédé, c'est toujours pas... On aurait bien aimé, si on a eu l'occasion avant de parler... Il appartient à l'histoire, désormais. Maintenant, mais quelle histoire? Parce que je ne suis pas d'accord du tout sur le terme exceptionnel, surtout parce que sa connotation, elle est toujours positive quand on parle d'exceptionnel. Et Non, pour non, moi, je pense qu'il n'a pas eu forcément. une destinée exceptionnelle. Moi, Karim, je ne serais pas d'accord parce que Staline était exceptionnel, Oui, Hitler était exceptionnel, Dracula était exceptionnel. Mais Pas forcément. mais dans l'imaginaire. Oui, dans l'imaginaire, c'est vrai. Dans l'imaginaire. Vraiment, vous êtes un homme exceptionnel, ça Voilà. veut dire. Dans l'imaginaire l'exceptionnalité collectif, dire de quelqu'un. Monsieur Benchelouf Bah est oui, un homme exceptionnel. parce qu'en fait, Allons-y. voilà. Ah là là, Vous ça. savez, parce que pour les mots, ce qui compte, Ça, ça c'est n'est pas Florentin, le, c'est le sens, ce qu'on appelle le sens référentiel, Juste ça, c'est-à-dire le c'est sens carré. Je dénoté. n'ai pas dit que l'homme était exceptionnel. J'ai Son dit que parcours. le destin était exceptionnel. Et même le destin exceptionnel. Alors là, quand on rajoute destin plus exceptionnel, ça Alors devient, là, ça devient ça encore donne plus une positif. envergure. Parce que pour revenir, parce que moi je vois au contraire, je vois vraiment, là j'ai 3 points à dire sur ce sujet pour moi, sur lequel on va partir après à mon avis très vite sur autre chose. Moi, d'abord je vois un homme qui est sorti. Il y a un contraste quand on voit par exemple les funérailles d'Aït Ahmed ou d'autres personnages historiques que l'histoire officielle n'a pas honoré à leur juste valeur. Lorsqu'on voit comment le peuple les a honorés, et là quand on compare à l'enterrement de Bouteflika, les conditions, tout ce qui l'a accompagné, les circonstances, moi je vois, pour être poli, je vois un homme qui est sorti par la petite porte de l'histoire. Pour ne pas dire Vous la êtes trappe. gentil. Pour ne pas dire la trappe. Pour ne pas dire autre chose de beaucoup moins. Voir les caniveaux de l'histoire. Voir les caniveaux carrément, parce que il est quand même maintenant un des personnages, si ce n'est le personnage le plus omis des Algériens. Et ça m'emmène vers un deuxième point, qui est celui qui est très fondamental, qu'il ne faudrait pas vraiment perdre de vue dans la situation actuelle, qui est l'idée nietzschéenne du crépuscule des idoles. Bouteflika est l'un des pères fondateurs de ce système, du système politique algérien. Oui. Et sa mort, par sa symbolique, d'un point de vue psychanalytique collectif, elle a quand même une symbolique très forte qui est la disparition d'un des pères du système, d'un de ses géniteurs, et aussi d'une idole. Et puis derrière cette idée généralisée en Algérie qui est celle des zouama. Et finalement l'histoire nous a à chaque fois montré que ces zouama dans des anciens pays du tiers-monde, ou en tout cas de toute cette région-là, en réalité, pour le mieux, pour être poli toujours, parce qu'il s'agit quand même maintenant d'un mort, ils étaient des bouffons, des bouffons, ça pour être poli. Et c'est pour ça que moi je vois plutôt la fin d'un cycle, le début de quelque chose, parce qu'il faut aussi dire que les Algériens, dans leur majorité, se sont comportés avec beaucoup de dignité dans cette circonstance, avec beaucoup de maturité aussi. Et je pense qu'il faut lire la situation, il faut bien comprendre la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, qui est la fin d'un cycle, d'un système. Il faut placer cet événement dans l'ordre systémique. Et d'un point de vue systémique, maintenant, la balle est dans le camp du peuple. Mais en fait, Bouteflika était mort depuis... En fait, dans la vraie vie politique.
Bouteflika était mort depuis son AVC. Oui, mais Bouteflika... Il a fait en quelque sorte qu'officialiser le processus. Le bouteflikisme n'était pas mort. Oui. La bouteflikia en arabe n'est pas morte. Elle est en décadence. C'est pour ça que maintenant, avec l'enterrement de l'homme, maintenant, à mon avis, il faut aussi poursuivre l'accompagnement vers la tombe de ce système. Il y a des signes très forts qui ne trompent pas. Par exemple, l'enterrement à huis clos. Oui. C'est un signe d'une faiblesse énorme de ce système. C'est-à-dire que ces personnages qui étaient là présents ne voulaient pas se faire prendre en photo en train de rendre hommage à Bouteflika. Un enterrement aussi qui s'est fait sans dignitaires internationaux. Il n'y avait pas, quand même, ça veut dire, ça montre la valeur réelle. Ce n'était pas un deuil national. Voilà. Les drapeaux étaient en berne. Ouais, alors la formule est un peu curieuse. Elle est curieuse. Oui. Drapeau mis en berne, mais ce n'est pas un deuil national. C'est pour ça que je dis, au niveau systémique, cet événement, il a une importance capitale. Et au niveau symbolique aussi. Et au niveau symbolique. Et je rappelle la notion d'ancrage qui est très forte en psychologie. Il y a un ancrage maintenant. Vous allez voir que dorénavant, progressivement, le peuple va et doit prendre confiance parce que c'est une autre Algérie maintenant, c'est une autre époque qui s'ouvre. Fini l'Algérie le roi est nu. Oui, même il n'y a plus de roi en fait. Il n'y a plus... La vacance du pouvoir de ce poste, elle est là depuis des années. Mais maintenant, on voit très bien que, par exemple, un Tebboune mis sur le siège n'arrive pas à incarner cette fonction parce que les Algériens, maintenant, attendent d'autres choses. Et l'histoire aussi veut autre chose. Hein. C'est pour ça que, fin d'un système, maintenant, aux Algériens de prendre leur destin en main. Parce que dans une nation qui se respecte, les destinées individuelles, elles ne sont exceptionnelles que lorsqu'elles servent la destinée collective. Oui. Et ce personnage-là n'a pas servi la nation. Alors, nous allons... Vous savez, Bouteflika, Bouteflika ne donnait jamais d'interview à la presse algérienne. Il en a donné une fois, je crois, si mes souvenirs sont bons, à Bossofa, à Slimane Bossofa. Nous allons voir la vidéo. Alors, quand il donnait des interviews à des étrangers, il était tout sucre, tout miel, très courtois, très affable, très attentif. Mais vous allez voir la seule fois où il a donné une interview en algérien, comment il l'a traité. Vous vouliez dire quelque chose? Non, ce que je voulais dire, quand je dis c'est un destin exceptionnel, sincèrement, il le fut. Oui. Il le fut. Oui, et si je n'ai pas voulu apporter les témoignages d'un certain nombre de personnalités des chefs d'État. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas n'importe qui, sur le plan personnel, même s'il ne représentait pas internationalement c'était un grand monsieur. C'était quand même, où il disait c'était un plaisir d'intelligence. Oui, mais si nous devions... il a dit c'est un plaisir d'intelligence. Oui. Donc, il y a d'autres. L'alacrité. Oui, non, mais... Il a l'alacrité aussi. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose, là. Ouais. C'est autre chose. Aussi, les propos du général de Gaulle vis-à-vis de Bouteflika. Non, je crois qu'il y a aussi, bien sûr, il y a des choses qui ont été faites dans un contexte... Effectivement, où quelqu'un de 26 ans, de 27 ans, qui n'était pas le même. Oui, bien sûr. Par contre, j'ai rajouté quelque chose sur ce qu'a dit Ibrahim, c'est qu'il est, je pense... C'est pas en le détruisant... Oui, mais bien sûr. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue, simplement. Il était incontestable pour les gens qui l'ont approché, qu'il avait un pouvoir de séduction énorme. Oui. Et ça partait de là. C'est ça les Florentins. Oui, tout à fait. Et tout le monde le dit, en fait, quel que soit l'ampleur... Et nous l'avons tous dit ici. C'est quelqu'un qui, effectivement, ne s'embarrassait pas de morale politique. Absolument. Tu permets, Karim. Karim a évoqué quelque chose comme étant la fin du système. Vous l'avez suggéré à demi-mot tout à l'heure, en disant c'est des funérailles au rabais. Le roi est nu. D'ailleurs, le décès de M. Bouteflika a posé un problème de protocole et un problème à l'État, et un problème au pouvoir actuel.
Et Karim, quand il a dit c'est une fin de cycle, au-delà qu'il n'y ait pas eu de président ou de dignitaire étranger qui aurait assisté, etc., regardez comment le cérémonial, c'était même pas un protocole, c'était alors, ou bien que l'ensemble des gens qui ont assisté au gouvernement, qui a fait M. Tebboune si ce n'est M. Bouteflika? Oui. Et d'autres dignitaires. Et ces gens-là, excuse-moi Brahim, je ne veux pas utiliser le mot cracher dans la soupe, je vais vous dire, ils sont plus à plaindre. Et que les hommages qu'ils auront dit au président, c'est des hommages aussi au rabais, comme eux-mêmes sont au rabais. Je suis désolé. Nous allons écouter M. Bouteflika, candidat Al Jazeera, et puis juste après, nous verrons une interview donnée à un journaliste algérien. أرجو ألا تنسى أن دوري هو أني محاور وأني أطرح ما يطرح في الساحة ولست أنا الذي ألقي هذه الاتهامات. أنا لست في موقع ادعاء. سيدي أرجوك أنت مرشح للرئاسة. دورك الآن تروج لإشاعات. أنا لا أروج سيدي، أنا أسأل عن هذه الأشياء من أين أنا عرفتها. إشاعات خطيرة ضد نظام الرئيس بومدين. وأنت لم تسأل. عفوا سيدي. نعم. أرجوك، أنت لم تسأل أمس في التلفزيون الجزائري هذا السؤال؟ هل هذا اتهام لي أني أسألك عن أشياء منشورة موجهة لك وأفتح لك الفرصة كاملة لكي تدافع عن نفسك في الموضوع؟ أنا عملي ومهمتي هو أن ألقي التساؤلات الموجودة في الساحة. تفضل يا سيدي. على رئاسة نظام الرئيس بومدين. تفضل. أنا أسألك عن المسؤول عن الاغتيالات السياسية التي وقعت في عهد الرئيس بومدين. وأحملك مسؤولية كل ما تقول لأنك تروج كلام خطير حول نظام رئيس بومدين الذي يعتبر العهد الذهبي منذ استقلال الجزائر في هذا البلاد. هناك أيضا اتهامات كثيرة موجهة إليك من المرشحين الآخرين، وعلى رأسهم يوسف الخطيب مرشح الرئاسة الذي يتهمك بأن لديك ملفا يتعلق باختلاسات تضمنت أكثر من 40 مليون دولار أثناء توليك المسؤولية في الفترة من 64 إلى 78، وأن هذه الأشياء لا زالت مفتوحة أمام مجلس المحاسبة. ما تعليقك على هذه الاتهامات التي تملأ الصحف؟ والله لو أعتقد أن احنا إلى حد ما يعني بالنسبة للدول الأخرى دولة قانون، وأعتقد أن لو كان هذا له شيء من صحة لكنت أمام العدالة أو وراء القضبان. نوعا ما دولة قانون. Alors, nous allons recevoir notre ami téléspectateur, Monsieur Moussa. Comme à chaque fois, nous recevons, c'est une nouvelle formule, un téléspectateur que nous avons déniché, que nous dénichons généralement lors des appels du Standard, et donc qui restera quelques minutes avec nous. C'est Moussa, marhaba bik, merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci pour la visite, M. Gamal Benchenouk. Je profite de passer bonsoir à tous les invités, y compris M. Brahim ici. Je vous souhaite merci beaucoup. Pour merci. Ce que vous faites. Merci beaucoup. Si Moussa, alors quelle est l'ambiance à Alger, en Algérie d'une façon générale au sujet du décès de M. Bouteflika Birahmou? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, M. Gamal Benchenouk? Donc, un président qui est élu illégitimement, il a squatté l'Algérie depuis 20 ans, donc ne s'attendait pas à des gens qui viennent au funérailles d'un président comme M. Bouteflika. Voilà. On ne vous entend pas très bien. Je vous laisse entre les mains de la régie. On essaiera de vous rappeler. Alors, nous allons maintenant voir la seule fois qu'il a reçu un journaliste algérien, lui a accordé une interview, la seule fois, Slimane Boussoufa, qui est un garçon charmant, très connu par les collègues comme étant un garçon d'une correction absolument absolue, j'allais dire. Alors, M. Bouteflika l'a reçu et regardez comment il lui parle. ترشحتم للرئاسة عام 99 قلتم بأن الجزائري سوف يذهب من تبسة في أقصى الشرق إلى مغنية في أقصى الغرب. نعم. ولا يتعرض لهذا. نعم. لكن إلى حد الآن في اعتداءات على المواطنين الجزائريين. طيب في اعتداءات نسبيا بالنسبة ل 99. لله عليك خبرني. 99 كنت في الجزائر العاصمة، تدخل على الساعة 6 مساء إلى بيتك، ما تاخدش القشة اللي فوق ظهر صاحبك وتنسى القشة اللي فوق ظهرك يا أخي.
حلبة البعير اللي في ظهرك. احنا نعرفوا بعضنا بعض ونعرفوا بعضنا بعض، منين انت وانت تعرفني منين. كلانا يعرف بعض الآخر. ما تشوفش القشة اللي فوق ظهري وتنسى الحدبة اللي فوق ظهرك. المترشحون متفقون تماما أن تعيين لجنة مراقبة الانتخابات جاء من رئيس الحكومة الحالي الذي هو أحمد يحيى، ويقولون بأن هذا ما سموه تزويرا قبل حدوث هذه الانتخابات. ما ردكم على هذا؟ والله هكذا يقول الدستور وهكذا تقول قوانين الجمهورية. أرجعتم مسألة الانفتاح السمعي البصري في الجزائر إلى أن تكون الجزائر آمنة. هل يشكل أو تشكل حرية التعبير خطرا على أمن الجزائر؟ نعم، إذا كانت متصلة مع أطراف أجنبية معادية لبلاده. لكن داخل الوطن، داخل الجزائر، لماذا لا توضع قوانين؟ داخل الوطن ستوضع القوانين في وقتها. On va encore écouter M. Bouteflika dans un zapping. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. إذا خذيتوا بعين الاعتبار، وأنا واخذ بعين الاعتبار بأن الغالبية الساحقة نتاع سكان تيزي وزو وبجاية وبويرة وبومرداس كلهم ينتمون للشعب الجزائري، ولا يريدون ولا يرضون بحاجة غير الجزائر وطنا، ولا يرضون بحاجة أخرى غير الجزائر وطنا. ضحوا عليها كثير، ضحوا عليها كثير من عهد الرومان، ماهوش من عهد فرنسا، من عهد الرومان ضحوا عليها كثير. يعرفوا القيمة نتاع الجزائر وما أدراك من الجزائر، يعرفوا حدودها، سطروها بدمائهم. وين يغورتا وما سينيسا، وين يغورتا وما سينيسا، خرجوا متلبسان ولا خرجوا متلبسة. الأسماء هذه كلها أمازيغية، أسماء كلها أمازيغية. إذا قلت أمازيغية تجري في عروقنا، نحن عرقا أمازيغ. Alors, mes chers amis, vous avez vu comment il a traité Bossofa? Oui, il y a toujours un peu de condescendance. Mais je rappellerai c'est plus que de la condescendance, c'est de la méchanceté. C'est du mépris, c'est de la condescendance, c'est de la méchanceté. C'est de la morgue. Ça fait partie aussi de son personnage, je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand il fait un plaidoyer pour l'unité nationale en parlant de certaines wilayas, dont je suis originaire, et mon devoir est de les rappeler, quant à Tizi Ouzou, et je connais tout le cheminement de la lettre qui a été lue par un ami à moi, et comment elle a été, je ne veux pas les mettre dans la gêne, les principaux, disons, promoteurs de cette lettre, avant qu'ils n'arrivent, sont encore vivants. Ils ont plus de 80 ans, ces deux messieurs. Et les camarades qui ont lu la lettre, quand il nous a traités de ballon de baudruche à Tizi Ouzou, et quelques semaines après... Pas dire que ça. Non, quelques semaines après, à Béjaïa, il a dit, quand je vous voyais de loin, je pensais que vous étiez des géants, mais en fait vous êtes des nains. Et moi j'ai répondu à une de vos émissions, je l'ai dit, un nain au sommet d'une montagne ne fera jamais un grand homme comme vous. Voilà, tout simplement. Et cette histoire-là, ça prouve aussi le mépris qu'il avait pour certaines communautés du pays. Et justement, c'est un personnage, disons, florentin, manigancier, intrigant. Mais il n'avait pas de cap, il n'avait pas de projet pour le pays. Regardez, 20 ans après, si maintenant on parle de son bilan économique, les premières corruptions, la corruption a été endémique pratiquement. C'est endémique en Algérie. Qui a ouvert les portes au groupe de Khalifa? Qui a fait d'une poignée de dignitaires algériens qui tournaient à la périphérie du pouvoir des oligarques ayant des fortunes qu'on n'arrive plus à quantifier?
qui a fabriqué des milliers de milliardaires. Etc. C'est même pas comprador, c'est comprador. C'est des prédateurs, c'est une bourgeoisie comprador. Ouais. Et je suis désolé, pour moi, la bourgeoisie comprador qui ne fait pas de distinguo entre une cuillère à dessert et une cuillère à café, on sait très bien comment ça se passe. Ouais. Parce qu'il faut la mériter. J'ai plus confiance en une bourgeoisie économique. Et il y en a, dans toutes les villes d'Algérie, il y en a. Ouais. Une bourgeoisie économique. Vous parlez de la grande bourgeoisie. Oui, de la bourgeoisie économique et de la vraie bourgeoisie qui s'est construite, même sous l'époque coloniale, je veux dire. Il avait un mépris souverain pour le peuple aussi. Il avait aussi un mépris pour les institutions. Et on ne le répétera pas assez, je veux dire. Et maintenant, on ne peut pas décliner sur une émission parce qu'il aurait fallu un fil conducteur, un continuum. Donc on se laisse discuter et bavarder à hu et à dia. Brahim, si j'ai envie de vous poser une question, si vous n'avez pas un commentaire. Non, pas alors, beaucoup de gens qui attaquent Bouteflika le traitent de marocain, comme si marocain était en soi une insulte, une tare, une insulte. Voilà. Tout à fait. Alors que c'est connu, c'est un vrai Algérien, on connaît même son lieu d'origine, c'est Jbala, c'est du côté de Msirda, Droma, ces côtés-là. Mais pourquoi l'a-t-on appelé marocain? D'abord parce qu'il est né à Oujda, mais cette histoire de la prison d'Aulnay quand il a reçu un passeport marocain, est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Mais à l'époque, oui, bien sûr qu'il a voyagé avec un passeport marocain. Il a voyagé avec un passeport marocain. Parce que tous les dirigeants... Et on dit que c'était De Gaulle lui-même qui était intervenu auprès de Hassan II, enfin à travers les officines, pour lui faire délivrer ce passeport, pour lui permettre... Sincèrement, je ne le crois pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que tous les dirigeants algériens, ou pratiquement tous, voyageaient avec des passeports marocains, des passeports tunisiens et des passeports égyptiens, voire d'autres passeports. Mais essentiellement... Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais justement. Ils n'avaient pas de passeport français, il fallait qu'ils voyagent. Justement. Donc, mais non, mais Bouteflika, je rappelle qu'il a reçu ce passeport marocain pour se rendre à la prison d'Aulnay, rencontrer les historiques, pour leur transmettre le message de Boumedienne qui voulait choisir un président et l'imposer aux Algériens. À ma connaissance, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais à ma connaissance, Bouteflika est allé effectivement au château d'Aulnoy, avec un passeport marocain, et ce n'est pas le général de Gaulle qui est intervenu auprès de Hassan II. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais parce que l'histoire est connue et hyper connue. Mais c'est une histoire ultra secrète dont personne ne connaît. Non, il y a des gens les gens qui étaient, même les prisonniers, même Hussein Aït Ahmed ne dit pas cela, il dément. D'ailleurs, que ce soit le général de Gaulle qui soit intervenu auprès de Hassan II. Il était naturel et normal que le Maroc donne des passeports. Je vais vous dire une chose. J'ai le procès verbal d'audition, en tout cas de Ben Bella, qui devait être vendu tout récemment, il y a 2 ou 3 ans, en France, par les héritiers de Robert Lacoste. J'ai le procès verbal d'audition. Bon. Alors qu'il ne peut pas être vendu. Non, parce que quelqu'un... Précise que tu as la copie. J'ai une copie, j'ai une copie, évidemment, j'ai une copie. Et là, Ben Bella circulait, c'est inscrit dans son procès verbal en 1956, il avait 3 passeports sur lui. Un passeport marocain, un passeport tunisien et un passeport égyptien. Donc c'était une pratique courante. Très courante. Non mais, Brahim aussi, le roi du Maroc, sachant qu'il allait à une prison française pour visiter des historiques. Je vais vous dire. Il ne pouvait pas lui donner un passeport marocain s'il n'avait pas eu l'aval des autorités françaises. Non, ce n'est pas sur le passeport. Il est évident que les autorités françaises, De Gaulle ou qui que ce soit d'autres, ont donné l'autorisation pour qu'il aille visiter les prisonniers. Ça, c'est clair. Ça, c'est normal. Oui, bien sûr. Bon, ils ont donné. Maintenant que ça vient du général de Gaulle qui a donné l'autorisation sans connaître le motif de la visite, sans connaître le motif de la... Non, ça si vous permettez, juste une petite remarque, en fait, je crois que le document de voyage, le passeport, donc, est anecdotique dans l'affaire. Finalement, il ne pouvait pas avoir passeport algérien, on n'était pas indépendant, ou il était tunisien, ou il était marocain. Non, c'est pour dire tout simplement que
tous les leaders algériens, par exemple, prenons les gens qui étaient au Caire, Hossein Ahmed Khidr Ben Bella en particulier, et d'autres, voyageaient avec des passeports égyptiens. Oui, oui, on est d'accord. Sauf que lui, Bouteflika, venait à la prison où se trouvaient les 5 historiques, et il venait transmettre un message de prise du pouvoir et de coup d'État. C'est ça la différence. Non, je vais parler d'un parent de Didier Onoran, Mourad Oustik, qui était un ami, qui était pas l'adjoint, le coprésident du comité, du collectif des avocats. Donc il recevait tous ceux qui allaient visiter les prisonniers, que ce soit à la Santé ou au château d'Aulnoy. D'accord. Jamais il m'a tenu ce type de langage et il a vu Bouteflika débarquer au château d'Aulnoy. Jamais il m'a raconté ça. Il m'a raconté plein de choses que je ne raconterai pas ici. En tout cas, c'est une thèse qui circule. Oui, circule, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Que De Gaulle était au courant de la teneur du message, qu'il savait que Bouteflika allait proposer à Ben Bella de devenir président et de prendre, à la condition qu'il prenne Boumedienne comme vice-président et ministre de la Défense. Attendez. Est-ce que c'est une ruse? Oui. Est-ce que c'est une ruse que d'avoir sollicité d'abord Boudiaf? Donc il n'allait pas voir spécialement Ben Bella. Non, parce que Boumedienne aurait préféré Boudiaf. Non, mais... Sauf que Boudiaf a dit non. D'accord, mais dans ces cas-là... Ben Bella a dit oui. Non, d'accord. Donc dans ces cas-là... Ça, c'est un témoignage de Aït Ahmed. Oui, mais d'accord. Un témoignage public. D'accord. Hossein Ahmed dit des choses là. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ça n'a pas été démenti par Ben Bella. Non. C'est un choix par défaut, c'est ce que vous voulez dire, M. Benchir. Non, mais ce n'est pas seulement. Ça veut dire que Bouteflika n'était pas envoyé pour voir Ben Bella. Il était envoyé pour voir Boudiaf. Oui. Et ça n'a pas marché avec Boudiaf. Oui, d'accord. Mais cela veut dire que De Gaulle n'a pas donné l'autorisation à... Non, parce que peut-être que De Gaulle, pour lui, l'essentiel, c'était que le GPRA... ne prennent pas le pouvoir. C'est autre chose. Mais c'est autre chose. Mais je ne suis pas... Nous n'allons pas nous attarder sur ça, c'est très intéressant. Même là, je ne suis Alors, pas Karim, quelque chose à dire? Sinon, j'ai une question. Allez-y avec l'autre question et peut-être le commentaire viendra. Alors, on nous parle de Bouteflika comme d'un grand moujahid, le moujahid al-Kabir, et selon certains, le moujahid al-Akbar. Alors qu'en fait, on sait qu'il n'a jamais connu les maquis algériens. Il est né au Oujda, il a passé sa révolution entre Bamako, hein, la région, voilà, la frontière, mais surtout à Bamako, nous dit-on, et inspecteur général. Il est rentré en Algérie après l'indépendance. Il n'a jamais connu l'Algérie. Pourquoi grand moujahid ou moujahid suprême? Pourquoi? Écoutez, déjà, moi, par principe, je me méfie toujours des superlatifs. Donc les superlatifs, quand ils sont attachés au nom des personnes, ça donne des mégalomanes. Et je pense que le dossier Bouteflika ou la personnalité Bouteflika, c'est pour comprendre un petit peu, si on va dire sa trajectoire, parce que pour moi, il n'a pas eu de destinée. Pour moi, au niveau individuel peut-être, il a eu ce qu'on appelle, entre guillemets, une carrière, mais pas de destinée. Il a une carrière, et d'ailleurs je pense que c'est quelqu'un qui a managé sa carrière, mais il n'a pas eu de destinée, parce que destinée, il faudrait que ça donne son impact sur la nation, sur l'Algérie. Là, l'impact est très négatif. Il y en a eu, oui, mais très négatif. Mais très négatif. Oui. Et c'est pour ça que maintenant les Algériens disent à la poubelle de l'histoire, si vous me permettez cette expression. Mais sa trajectoire, elle est intéressante pour comprendre la problématique algérienne actuellement, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Parce que, vous savez, il y a le système colonial, et après le système colonial, il y a le système néocolonial. Et comme le système colonial a toujours refusé l'émergence et a refusé la naissance de l'Algérien, hein, de l'Algérien comme peuple, comme société, le système néocolonial travaille avec le même esprit, avec d'autres méthodes. Parmi les méthodes les plus usitées, c'est celle de la création on va dire, des moudjahidines, si on peut les appeler faussaires, hein, les faussaires c'est ce que dit Ben Youssef Mellouk, les moudjahidines faussaires. Voilà, c'est ça. Donc, avec ce procédé, on crée des faux zaïms pour justement
pour justement empêcher la naissance de la société collective. Parce que on ne peut pas avoir une Algérie bâtie sur des hommes, c'est impossible, sur des individualités. L'individualité dans la société moderne n'a de sens que lorsqu'elle sert la collectivité. Et ce type de personnages n'ont jamais servi l'État, mais ils se sont servis eux-mêmes de l'État. C'est-à-dire, là, ils doivent beaucoup à l'Algérie et aux Algériens. Leur carrière, et moi je suis gentil quand je parle de carrière, hein, leur carrière, ils les ont faites sur le dos d'un peuple qu'ils ont laissé dans la privation la plus absolue. Et c'est pour ça qu'actuellement, on voit quand même une société qui souffre sur tous les plans. Il y a l'analphabétisme, et même lorsqu'il y a un niveau élevé de scolarisation, mais il n'y a pas d'instruction. On a une scolarisation sans instruction. Et même lorsqu'on retrouve parfois un peu d'instruction, on a un problème au niveau de culture, c'est-à-dire on a empêché le peuple d'avoir sa propre culture. On a toujours éloigné la culture, toutes les questions qui fondent une nation, qui fondent un État, pas les zouama. Mais le néocolonialisme travaille toujours sur le fait, et d'ailleurs vous pouvez l'observer par exemple en Afrique avec Bokassa, avec tous ces bouffons qui ont été toujours encouragés, mis en avant, sponsorisés par l'Europe. Et même lorsqu'on voit, par exemple, on voit actuellement les personnages algériens les plus médiatisés, par exemple au niveau culturel, à une étape où il y a une guerre culturelle mondiale, où il y a une guerre économique mondiale, on voit toujours que ce qui est en train d'être mis en avant à propos des Algériens, c'est toujours la médiocrité. Que ce soit au niveau des intellectuels, et là je parle d'intellectuels faussaires qui sont mis en avant ici, qui sont promus ici en France, qui soi-disant représenteraient l'Algérie alors qu'ils n'ont d'Algérien que le nom et le passeport en réalité, mais ils ne représentent pas l'Algérie. Lorsqu'on voit par exemple comment est traité le problème, par exemple, pas le problème, la question de l'émigration en Europe par exemple, elle est traitée d'abord non pas comme question mais comme problème. Et on met en avant toujours ces aspects négatifs avec une surfocalisation sur tout ce qui est mauvais dans cette émigration. Et par contre, on passe sous silence tout l'aspect, tout l'apport positif que l'immigration apporte au pays d'accueil en Europe. On ne parle jamais, par exemple, du nombre de médecins algériens exerçant en France. On ne parle jamais du nombre d'enseignants-chercheurs. C'est des plus-values qu'ils ne veulent pas voir. On n'en parle jamais. Mais par contre, on met en avant lorsqu'il y a un petit délinquant ou un voyou qui commet un acte répréhensible. On le met en avant, on le voit sur toutes les chaînes. Le terrorisme, tout ça. L'amalgame avec l'islam. Il faut comprendre que dans les cas de Bouteflika, pour revenir à ce personnage, c'est le même procédé qui a été utilisé. C'est-à-dire, on fait pousser un arbre pour cacher la forêt, pour cacher tous les moudjahidines, tous les grands personnages qui font la nation. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui va servir au prochain tour de micro. Allez-y. Et c'est pour ça maintenant, parce que moi je me positionne toujours dans l'ici et le maintenant du Hirak, c'est pour ça que maintenant, nous devons nous méfier de ces personnages surmédiatisés et que pour que le Hirak réussisse, parce que nous sommes toujours dans la révolution du Hirak, il faut travailler il faut tendre vers la naissance d'une société autour, et ça va plaire à Deidir, autour d'un ensemble de valeurs qui vont construire la citoyenneté algérienne. Allez-y, très vite. Juste un petit désaccord, quand tu parlais de néocolonialisme, maintenant toutes les puissances, bon, pour l'Afrique ça existe encore avec la France-Afrique qui n'a pas été démantelée, on va dire, parce que c'est des réseaux à la limite mafieux, parce que des réseaux parallèles, ou les services, etc., etc. Par contre, ils sont maintenant, l'ensemble des grands pouvoirs, des grands lobbies, utilisent le soft power, pouvoir soft, et c'est comme ça que ça avance, tu vois. Mais la notion de néocolonialisme, pour les Africains, elle est encore d'actualité. Mais très vite, parce que nous allons encore perdre certains... Allez-y. Je reviens... Mais très vite, Brahim. Oui, au sujet. Des personnages comme ceux qui ont gouverné l'Algérie traversent toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire. Et c'est des destins à chaque fois. On peut prendre...
c'est peut-être pratiquement un traumatisme. Si je prends quelqu'un, un arabe, pour ne pas prendre un étranger, Nouri Saïd. Nouri Saïd qui a été nommé chef du gouvernement, Premier ministre, par le roi Faisal en Irak, dans les années 30. En 1958, regardez la longueur de son exercice, de son pouvoir. En 1958, coup d'État, il est abattu, enterré par l'armée qui avait pris le pouvoir. La population a déterré, a exhumé le corps pour le traîner dans tout Bagdad, et qu'il l'a mutilé, pendu et brûlé, alors qu'il était adulé. Alors que c'est quelqu'un qui était adulé. La fameuse versatilité des fous. C'est dire que des exemples comme ça, oui, il y en a plein. Absolument. Alors, je me permets, parce qu'il n'y a vraiment plus de temps, Monsieur Moussa, nous allons le laisser pour demain, parce que ce n'est vraiment pas possible. Nous allons écouter Monsieur Bouteflika et un dernier tour de micro autour de ce que vous avez dit, de la médiocrité. Et tout le monde sait cette propension des Bouteflika à ne s'entourer que de médiocres. Saadani, Waould Abbas, Sidi Saïd, Haddad, Sellal et les autres. Mais nous allons écouter d'abord M. Bouteflika. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Alors, cette propension à s'entourer de médiocratie et cette corruption systémique qu'il a mise en place à un niveau absolument effarant. On n'a jamais vu pareil. 1 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée en l'espace de 4 mandats. Mais quand je dis en fumée, c'est de la corruption de masse et de la création de clientèle d'une fausse bourgeoisie qui n'est pas, même pas Comprador. Comprador, à la limite, c'est incroyable. Pourquoi, d'après vous, vengeance ça s'est fait comme ça, hein? Instruments afin d'annihiler toute volonté d'émancipation. Pour lui, la société algérienne, bien que ce qu'il ait dit, là, malgré ce qu'il a dit pour la médiocrité, vous voyez le mépris, j'allais dire souverain, entre guillemets, pour faire plaisir à Brahim, souverain par rapport au peuple algérien. Et ce n'est pas possible. Et tout à l'heure, vous parliez de son parcours et qu'il n'a connu l'Algérie qu'à l'indépendance. Excusez-moi, les gens qui l'ont approché un petit peu disent qu'il avait une culture marocaine, véritablement une culture marocaine. C'est normal. Dans sa manière de vivre, dans son hygiène de vie, dans son hygiène de pensée. Dans son accent. Dans son accent. Parallèlement à ça, qu'il ait choisi la médiocrité, quoi de plus normal? Pour asseoir son pouvoir, pourquoi il faut avoir des médiocres. Des gens compétents. Mais parce qu'on l'a dit précédemment. Faire tourner le pays. Non, monsieur Benchenouf, on l'a dit précédemment. Il n'avait pas de projet pour le pays. 20 ans après, il n'y a pas de projet. Il n'y a même pas de modèle économique, monsieur Benchenouf, avec 1200 milliards. Regardez, si on arrive à rapprocher entre 1200 milliards et pas de projet économique d'aujourd'hui, vous imaginez le gâchis que ça a pu être. Il y a ça. Et il faut dire que pendant 20 ans, il y a eu des chaises musicales entre Sellal ou Yahya Sellal, sans compter qu'il a joué avec l'armée et qu'il a réussi en partie à les disloquer. On est arrivé à... Il a utilisé... Pourquoi il a choisi Gaïd Saleh? Pourquoi de tous les généraux, il a choisi d'abord pour le mettre à la tête des forces terrestres, et puis tout de suite après, chef d'état-major, pour ses qualités de guerrier, pour ses qualités... il n'a pas de qualité de guerrier, vous savez très bien, parce que, en fait, il a stratège, de grands stratèges. Prenez ça, non pas comme une info sûre, mais ça circulait un peu à Alger à un moment donné, où M. Bouteflika avait demandé à Mohamed El-Amari de préparer une liste de généraux à mettre à la retraite et de faire la promotion de certains autres. Il a fait, et Gaïd Salah était parmi ceux qui devaient partir. Et que fait le prince Machiavel? Il appelle Gaïd Salah. Et ceux qui étaient mis, il dit voilà ce que veut faire Mohamed El-Amari.
Et c'est à ce moment-là qu'il a nommé... Il n'y a pas simplement ça, parce qu'ils ont utilisé aussi... Non, mais il a été un côté Machiavel extraordinaire. Il a fait le chantage à la TPI, à la CPI par rapport aux généraux, avec le Kituki, qui en coulisses, il le prenait en charge, et verbalement et disons publiquement, et condamné le Kituki dans la réconciliation nationale. C'est une escroquerie pour moi. C'est très bien qu'il y ait eu la réconciliation nationale, mais sans une justice transitionnelle, il a fait de nous, il a voulu faire de nous, et ça ne sera jamais terminé cette histoire si on ne passe pas par la justice transitionnelle, et les disparus, et comment ça s'est passé, et qui a fait qui a fait quoi. Des terroristes aux autres. Excusez-moi, juste je termine, parce que pour ne pas oublier, c'est que par rapport à cette... Il a voulu faire de nous des amnésiques. Même 2001, vous savez, les 127 morts de 2001, et je reviens là-dessus, parce que ce compte n'a pas été soldé, ni politiquement, ni psychologiquement par ces gens, c'est un trauma que la Kabylie traîne et qu'il faut absolument traiter. Il les a mis dans la réconciliation nationale. C'est-à-dire que tous les disparus, tous les qui ont été assassinés durant la décennie noire, tous ces individus-là, ça devient une écriture comptable. Vous n'avez plus le droit d'en parler. Ah oui, vous êtes sous le coup de la loi. On ne construit pas un pays après des drames aussi graves. Mais ça a été sa monnaie d'échange pour passer au deuxième mandat. Oui, tout à fait. Il a proposé l'amnistie qui ne dit pas son nom à ces généraux génocidaires, j'allais dire, criminels de masse, contre son élection à un deuxième mandat. Un deuxième mandat, parce qu'il y avait Benflis, Mohamed Lamari aurait donné le ticket, ensuite... Bon, même Toufik, quand il avait mis, rappelez-vous, les machines de guerre liberté le matin et le Khabar. Il les a enrôlés comme machines de guerre pour la campagne. Et puis pour le troisième mandat, il a réussi à vendre le troisième mandat. C'était pas la aussi bien aux politiques algériens, à l'armée algérienne, et surtout à l'étranger, à l'extérieur, à l'international. Il leur a dit « Je suis le facteur de stabilité de ce pays ». C'est ce chantage-là qu'il a dû exercer sur la France, sur l'Espagne et toutes les... Voilà. Sur la corruption, hein, sur cette propension à s'entourer de médiocres. C'est quand même curieux pour un homme aussi fin, qui a une carrière aussi flamboyante, aussi exceptionnelle. C'est une exception dans certains États que l'on ne s'entoure pas de médiocres. Si nous regardons les pays de la dimension de notre pays, vous prenez l'Égypte. Même Nasser s'est servi d'abord de quelqu'un, de Naguib. Oui. Comme vous dites, Boumediene s'est servi de Ben Bella, ça c'est une réalité. Oui. Ben Bella, c'était le Naguib de Boumediene. Encore que Naguib, c'était plutôt les services de renseignement, la sécurité, les coups tordus. Oui, mais c'est autre chose. En tout cas, non, moi je confonds avec Fethi Dib. Non, je confonds. Je parle de Naguib, du général, qui a pris le pouvoir en 52, Nasser s'est caché derrière. Oui, Fethi Dib était petit. Oui, je confonds. Il faut dire aussi que Nasser avait passé des accords avec les frères musulmans, entre parenthèses. Oui, mais justement, lui-même était frère musulman. Nasser lui-même. Sadat aussi, tout le monde, les gens ne le savent pas. Moubarak, etc., étaient tous frères musulmans. Et ils ont après liquidé les frères musulmans. Ils ont été. Bon, c'est vous dire que beaucoup de chefs d'État se sont entourés de médiocres. Vous prenez Hassan II. Il s'est aussi entouré qu'il a liquidé. Il liquide Oufkir. Il liquide tout le monde. C'est aussi le fait du prince. C'était des gens qui étaient des tueurs. Quelle est l'explication à cette curieuse inclinaison? C'est comme ça. Parce que en général, pour être tranquille, ces hommes, d'une part, et ces hommes forts, on le voit, y compris en Europe à l'époque, on recrutait, entre guillemets, les eunuques. Oui. Et aujourd'hui, nous avons y compris... Ça, c'était... par mesure conservatoire pour protéger le harem. Oui, mais mais après, c'était... C'est pas pour autre chose. Oui, mais d'accord. Les vrais eunuques. Oui, les vrais eunuques. Moi, je parle des eunuques, y compris cérébraux. Ah. Bon, non, c'était au sens caché. Je parle des eunuques politiques et des eunuques cérébraux. Eh bien, c'est le cas en Algérie. Donc, oui, exactement. Voilà. Et tous ces dictateurs-là s'entourent d'eunuques politiques et d'eunuques cérébraux. Elle est très belle la formule. Eunuques cérébraux. Ça veut dire ils sont circoncis du cerveau. Ils sont castrés. Non, pas circoncis. Lobotomisés.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des banquets ou les banquets des funérailles. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui boivent le champagne. Parmi les amis, les proches de Bouteflika, qui sabrent le champagne. C'est vraiment le banquet des funérailles. Tout le club des nantis. Vous savez comment les Algériens disent le banquet des funérailles? Les funérailles. Mais je reviens un instant à cet homme qui vient de disparaître, qui était florentin, machiavélique. Beaucoup pensent et disent, ce qui est vrai en partie, que le coup d'État du 19 juin 1965 c'est fait, ben oui, c'est son œuvre, sa seule œuvre. En tout cas, on dit qu'il a été le prétexte. Non, il n'était pas le prétexte. Ouais. C'est pas le prétexte. Le prétexte, c'est l'accord du 16 juin. Ça, c'est un prétexte. Oui, ça, c'est un prétexte. FFS, FLN. Ça, c'est le prétexte. Ça, c'est le prétexte. Mais la raison essentielle et fondamentale, c'est l'éviction de Bouteflika. Juste quelque chose, parce que Ben Bella, excuse-moi Brahim, vraiment, je sais que c'est Ben Bella avait atteint une dimension internationale énorme. Et ils étaient pressés par le temps. Ils l'ont fait 24 heures ou 48 heures avant la conférence afro-asiatique. Absolument. Donc c'est tout ça qui a fait la conjonction. Et lui, Ibrahim a tout à fait raison, que l'accord FFS, Saïd Ahmed, Ben Bella pour le multipartisme a été déclencheur. Pour que ce coup d'État puisse réussir, Bouteflika était l'âme du coup d'État. Parce que Ben Bella l'a enlevé du ministère des Affaires étrangères. Il ne le chassait pas du gouvernement, il lui a donné un autre poste. Mais lui voulait rester absolument aux affaires étrangères. Il est allé jusqu'à, j'allais dire, débaucher, recruter de très proches de Ben Bella, des amis, notamment Ahmed Mahsas, qui était l'alter ego de Ben Bella. L'alter ego. Il a labouré dans le cadre anti-souverain pour Ben Bella. Et Bachir Boumaza, c'était les plus proches du chef de l'État de l'époque de Ben Bella. Il les a recrutés, ils sont devenus membres du Conseil de la Révolution. C'est dire que ce Florentin, c'était véritablement un Florentin. C'était un tueur déjà. Et c'est ça qui... Karim. Pourquoi la médiocrité et la corruption? Oui. Bah, tout simplement parce que pour ce type de personnage, c'est d'abord machiavéliques, mais aussi c'est des gens qui sont toujours dans l'individualité et la carrière individuelle. Et du coup, ils ne font jamais la promotion de personnes qui soupçonneraient de pouvoir un jour prendre leur place. Et du coup, ils s'entourent par la médiocrité pour déjà avoir un sentiment. Et c'est pour ça la psychanalyse, le cas de Bouteflika, sans psychanalyse, on ne pourrait jamais le comprendre. Je suis d'accord. Et du coup, pour avoir ce sentiment de supériorité auquel il doit croire lui-même, il doit s'entourer spatialement, c'est-à-dire dans son entourage immédiat, de la médiocrité pour pouvoir briller par contraste. Je vais vous donner un exemple pour apaiser un petit peu l'atmosphère. C'est un peu au collège, on voit toujours les jolies filles avec des copines un peu moins belles. Moche, voilà, puisque vous dites le terme. Donc, non, mais c'est vrai, je me suis rappelé que dans ma jeunesse, c'est ce qu'on disait. Pourquoi les belles filles sont-elles toujours de filles moches? Moins jolies. Moi, j'allais dire moins jolies, mais... Je ne suis pas aussi élégant que vous, Idir. Non, tu as plongé, là. À la menthe, carton rouge. Donc, politiquement, c'est très important. Et d'ailleurs, même à l'époque actuelle, il faut toujours observer les soi-disant leaders. Pour juger d'un leader, moi, je conseille tout le monde de regarder son entourage. C'est son entourage. Un leader, c'est celui qui sait s'entourer avec des personnes qui sont mieux que lui, en réalité, meilleures que lui. Et c'est comme ça qu'on crée, en fait, le mouvement collectif. Donc, pour ce cas-là, voilà l'explication, à mon sens, de la médiocrité. Pourquoi la corruption? Ben, la corruption, c'est ce qui permet d'avélir le peuple. Donc, il l'a fait par vengeance. Ah ben, écoutez, il ne l'a pas fait pour gagner
pour avoir des dividendes politiques. Il a fait pour se si, venger. même politiquement, même politiquement, c'est très rentable pour lui, en fait. Étendre, semer la corruption, c'est la meilleure garantie entre parenthèses, il n'y ait pas de révolte et d'impliquer tout le monde. Et jusqu'à présent, il est suffisamment intelligent, voire même très vivace d'esprit, pour savoir que ce genre de procédé ruine les fondements d'un pays. Mais lui, c'est ce que je disais. En fait, lui, il ne s'est jamais intéressé au pays, en fait. Lui, ce type de personnage travaille sur leur propre carrière, sur leur propre... pour briller, si on utilise ça. Pour laisser leur image dans l'histoire. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru à la justice. Moi, j'ai toujours cru à la justice. La justice et la justesse aussi de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est châtié de cette manière. Parce que pour moi, ces obsèques, cet enterrement, c'est un châtiment. Une sorte de justice divine. Ah bah écoutez, divine, historique, un personnage qui se croyait être l'incarnation de l'Algérie. C'est beaucoup ça, oui. Hein, qui se croyait être lui-même l'incarnation de l'Algérie. Il l'a dit, c'est pas qu'il se croyait seulement, il l'a dit, donc il le croyait, donc il le pensait. Ça renvoie la phrase célèbre, je vais la dire après. Quitte, si vous voulez, les temps présents de cette manière. C'est pour ça, moi je reviens toujours, à chaque fois je vais revenir au Hirak, c'est pour ça que je dis, actuellement, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des pages de l'histoire algérienne qu'il faut tourner, mais avant de les tourner, il faut les lire, il faut bien les lire et les comprendre, et après les tourner. Et entre autres, cette page liée à ces zouama, dont Bouteflika, là, il est l'incarnation de ces faussaires de l'histoire, pour préparer l'avènement de la société du peuple algérien. Je me permets de vous interrompre parce que je dois vous montrer une image. Et d'abord, pour ce qui est des Harragar Bir Hamham, selon les réseaux sociaux, hein, parce que l'information officielle m'équinche. Hier, un bateau est arrivé en Espagne, l'autre s'est renversé au large de Boumerdès. Un Harraga retrouvé, mort, noyé. Un autre a été sauvé, les autres sont portés disparus parmi les 14. Voilà. Mais nous allons vous montrer une image un peu curieuse. Vous savez, les Algériens ont imité les Américains dans cette cérémonie de l'éloge, de l'hommage du drapeau qu'on remet aux parents du soldat ou de la victime. Et alors les Américains le font avec une rigueur absolument incroyable, un drapeau bien plié et tout. Et vous allez voir la différence entre les Américains et la tebbounnerie. Qui pendouille. Alors, mais réellement 30 secondes chacun, parce qu'on a largement dépassé. C'est un peu lapidaire. Oui. Abdelaziz Bouteflika a échoué parce que, me semble-t-il, bien sûr, il a joué au casino, je l'ai dit tout à l'heure, le masque et le vertige, etc., etc. Mais il a essayé de concilier quelque part ce qui était inconciliable et il a joué à ce jeu-là. C'est-à-dire concilier ceux qui veulent le ciel et ceux qui veulent dominer la terre. Et lui a essayé de jouer à ce jeu à travers les zaouïas, etc., oui. Gagner le ciel. Oui. Et en même temps, il était avec la lie de la société, les grands voleurs et ceux qui veulent absolument dominer la terre, dominer l'Algérie. Ce que je voulais dire, c'est quand il parle des Zaouïas, mais comment un pouvoir qui est à la limite schizophrène, parce qu'ils font la promotion des Oulémas qui sont contre les Zaouïas. C'est ce qu'il était en train de décrire, la schizophrénie politique. À ce moment-là, je vous dirais la phrase de quelqu'un de célèbre dans ma famille, quand on lui demandait quelque chose, il nous répondait « le ciel est sourd et Dieu ne répond pas ». Absolument. Pour résumer, M. Bouteflika, j'ai 2-3 notes. Bon, il a méprisé le peuple, il a méprisé les institutions. C'est un homme de pouvoir, c'est pas un homme de projet.
Il n'avait pas d'ambition pour le pays, il avait sa propre ambition. Il a utilisé la violence pour consolider son pouvoir. Et il adorait sa famille. Oui, il adorait sa famille, il était très familial, c'est vrai. Par contre, peut-être qu'il faudra peut-être dans l'émission de demain, c'est une piste que je lance pour vous, c'est dire aussi qu'à partir du moment où il est tombé malade, le pouvoir n'était plus incarné et ça a favorisé, ça a ouvert encore grand les brèches et de la corruption et de la mauvaise gouvernance et de la non-gouvernance. Karim, en 15 secondes, vraiment. L'Algérie vivra. Gloire à l'Algérie, gloire au peuple algérien. Et on ne peut pas mieux dire. C'est dire aussi que ce sujet de Bouteflika mériterait plusieurs émissions l'une après l'autre, parce qu'il reste tellement à dire et tellement à découvrir et tellement à savoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Idiroun Noren, Abrahim Younsi, à Karim Naït Sliman. Pardon à M. Moussa, que nous essaierons de rappeler demain. Merci à vous encore une fois.